Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais donc faire dans cette vidéo un focus spécifique sur des clés de réussite pour la circularisation de votre produit ou de vos services en boucle fermée. La première clé, c'est agir au niveau du design et au niveau du choix des matières premières qui constituent votre produit. Et ces choix, ils doivent en faciliter le recyclage ou l'upcyclage ou la réutilisation. C'est-à-dire qu'au moment où vous concevez votre produit, vous devez toujours avoir en tête euh, comment est-ce que ce produit va être facilement désassemblé, comment je vais pouvoir récupérer facilement ces différents constituants et distinguer les matières qui le constituent pour pouvoir les réutiliser si je les récupère. Euh, un exemple, c'est par exemple éviter tout ce qui est produit hybride où on va associer des métaux et du plastique par exemple, ce qu'on appelle des plastiques composites. Et ça, c'est très compliqué ensuite à désassembler en fin de vie. Et, euh, et du coup, vous limitez vos propres possibilités de réutiliser. Euh, En général, c'est mieux d'éviter de coller des constituants de votre produit. Il vaut mieux, par exemple, privilégier des systèmes d'assemblage par clip euh, ou avec des vis qui se dévissent facilement et diminuer le nombre de points de fixation. Euh, un autre, euh, un autre cas intéressant, c'est de limiter le nombre de matières premières qui constituent votre produit et aller vers des matériaux homogènes. C'est ce qu'a fait par exemple l'entreprise Malongo ici avec sa cafetière éco en designant la cafetière avec un seul type de matériaux plastiques. Il me semble que c'est du PEHD pour le cas de Malongo. Et vous voyez qu'il y a différentes parties constituantes. La partie noire, la partie blanche centrale, la partie noire, en fait, ce sont des blocs qui sont facilement désassemblables pour pouvoir ou être réparés ou bien être recyclés de manière homogène, c'est-à-dire gagner un circuit de recyclage en étant homogène. Hum, Et vous pouvez évidemment prévoir la réparabilité de votre produit. Le jeu, ça va être aussi d'imaginer comment, par exemple, si vous faites appel à un ESAT qui va intervenir sur le désassemblage de votre produit, comment un opérateur peut en très peu de temps désassembler votre produit et idéalement sans l'aide d'outils compliqués, avec un simple tournevis. Comment ce produit peut être désassemblé rapidement. Voilà le genre de questions que vous allez vous poser au moment de designer votre produit pour le rendre circulaire. La clé suivante, c'est idéalement, dès le démarrage de votre projet d'économie circulaire, de réunir autour de vous des parties prenantes qui peuvent jouer un rôle dans la circularisation et de travailler en co-construction avec eux pour identifier des scénarios de boucle circulaire. Donc vous allez réunir sur des séances de créativité des partenaires qui potentiellement vont intervenir au niveau de la collecte ou au niveau du nettoyage de vos produits, s'ils ont besoin d'être nettoyés avant d'être réinjectés dans votre process industriel. Euh, J'avais évoqué les ESA tout à l'heure, donc des partenaires pour désassembler votre produit en fin de vie, peut-être un acteur du broyage pour transformer votre produit en intrant qui peut être directement utilisé dans votre cycle industriel. Et en fonction de la complexité de l'organisation de la boucle, et bien là, vous allez faire participer
à votre réflexion tous ceux qui peuvent potentiellement jouer un rôle, donc qui collectent, qui transforment, qui désassemblent, euh, sachant que dans certains cas, vous aurez besoin d'étapes de transformation qui peuvent être plus ou moins techniques. Dans le cadre de certains plastiques, par exemple, pour être réutilisés, il va falloir revenir à des étapes amont de repolymérisation de votre matière première. Et donc c'est important pour identifier tout de suite la viabilité technique et financière de votre boucle en faisant participer les acteurs qui connaissent les contraintes de réutilisation ou de transformation de vos produits tout au long de la boucle. La clé suivante, c'est de travailler en coopération pour massifier votre solution circulaire. En effet, il est très peu probable que vous puissiez récupérer 100% de vos produits en fin de vie pour les réinjecter, donc pour rester à périmètre constant sur ce que vous mettez sur le marché puisque vous allez réinjecter. Je vous donne un exemple, par exemple Nespresso qui avait quand même une puissance d'action assez importante sur la collecte de ses capsules via ses boutiques, mais aussi en organisant des partenariats avec des acteurs comme La Poste. Lorsque son système de récupération de capsules usagées a été mis en place, au bout de 2 ans en France, il n'arrivait à en récupérer que 30%. Et donc ça veut dire que pour fabriquer de nouvelles capsules, si on était à périmètre français uniquement, il fallait abonder les 70% restants ou bien en aluminium issu du recyclage, ou bien en aluminium vierge, ou bien en mélangeant de l'aluminium issu des capsules avec du vierge dans les systèmes de production. Et cela risque de se produire pour vous. Vous allez devoir aller compléter, donc massifier les volumes de matières premières secondaires à injecter dans votre process, en plus de ceux que vous allez récupérer dans votre circuit circulaire. Et pour cela, vous allez peut-être devoir vous associer à d'autres partenaires ou d'autres entreprises qui elles-mêmes mettre sur le marché des matières premières secondaires que vous utilisez pour sécuriser votre approvisionnement en matières premières. La clé suivante, c'est d'identifier à quelle échelle vous allez organiser la circularisation de votre produit. Entre échelle ultra locale, on parle de quelques dizaines de kilomètres, à échelle locale ou régionale ou nationale ou européenne et internationale. Sachant qu'évidemment, dans le meilleur des mondes possibles, une échelle ultra locale a beaucoup d'avantages, et ça fait sens, mais c'est souvent illusoire de vouloir organiser sa boucle à l'échelle locale. Et donc, vous allez peut-être devoir faire des aménagements dans un premier temps pour lancer votre boucle. C'est ce qu'a fait Patagonia, par exemple, lorsque Patagonia a voulu récupérer ses polaires en polyester pour en refaire des polaires recyclés. Il n'y avait pas d'usine de recyclage de polaires aux États-Unis, et du coup, pendant un temps, Patagonia a fait le choix d'envoyer ces produits par conteneur jusqu'au Japon, où là il y avait une usine de recyclage des polaires pour pouvoir les refaire sous forme de fil. Et donc vous allez devoir cartographier tous les acteurs qui peuvent contribuer à votre circularisation au niveau ultra local, et puis élargir le scope au niveau local, puis régional. Et pour cela, vous allez peut-être vous appuyer sur des acteurs qui ont une connaissance fine de votre territoire. Ça peut être des collectivités, ça peut être aussi des fédérations professionnelles ou tout autre type d'acteur qui a une vision
de qui fait quoi et de potentiellement utile pour votre circularisation au niveau du territoire. La clé suivante, elle est cruciale puisqu'il s'agit d'organiser la collecte de vos produits en fin d'usage ou directement chez vos clients ou via un système de points de collecte. Vous allez là aussi massifier les points de collecte pour réduire les coûts de collecte et de transport. Sachant que cette étape-là, elle peut facilement gréver votre modèle économique. Et du coup, le choix de cette collecte va avoir un impact sur la viabilité de votre boucle circulaire. Vous pouvez aussi vous adresser à des opérateurs spécialisés. Certains l'ont fait avec La Poste, par exemple, c'est-à-dire qu'ils proposent à leurs clients de renvoyer des collants, par exemple, ou des vêtements par La Poste pour les récupérer, pour les recycler. Et ça va être d'autant plus sensible cette étape que les matières premières que vous utilisez sont à faible valeur ajoutée, puisque l'équilibre économique entre le coût de transport et le coût de production de votre matière première vierge va être plus ou moins important et donc va faire sens par rapport à votre boucle. Puisqu'on parle de modèle économique, donc la clé suivante, c'est évidemment identifier un modèle économique qui est viable. Et pour cela, ce que moi je recommande, c'est de la même manière que vous avez co-construit les scénarios, vous allez pouvoir affiner et travailler sur le modèle économique en co-construction avec les parties prenantes impliquées dans votre boucle. Et pour cela, vous pouvez simuler avec tous les acteurs de la boucle différentes modalités de répartition de la valeur en faisant des simulations en gré à gré entre deux acteurs, par exemple entre un collecteur et un transformateur, pour simuler des options de coût, d'achat et de vente en gré à gré. Et puis vous allez aussi simuler la valeur économique globale qui est générée par cette boucle. Et comment celle-ci peut être répartie de manière plus juste entre les différents acteurs. Je donne un exemple. Au niveau de la filière de recyclage des huiles usagées, il y avait des collecteurs recycleurs qui récupéraient pour rien des huiles chez les restaurateurs au début. Et puis les restaurateurs, ça leur convenait puisque ça leur évitait de payer pour le traitement de l'huile qui était pour eux un déchet. Mais assez rapidement, certains collecteurs ont trouvé judicieux de rémunérer les restaurateurs pour ces mêmes huiles parce que ça leur permettait de sécuriser l'accès à ce gisement et donc de fidéliser les restaurateurs dans quelque chose qui était plus équitable en termes de partage de la valeur générée. Et donc cette question de la répartition de la valeur dans la boucle circulaire, elle est fondamentale. L'avant-dernière clé, c'est de anticiper l'adaptation de votre outil industriel pour pouvoir récupérer vos produits en tout cas les matières qui les constituent en fin de vie, pour pouvoir les réinjecter dans votre process industriel. Si par exemple vous prévoyez de réparer vos produits pour les remettre dans un système de vente de produits d'occasion, eh bien il faudra prévoir la ligne et les opérations nécessaires à la réparation de ces produits.
Si vous prévoyez de réinjecter des matériaux pour en refaire des produits neufs ou comme neufs, là aussi, ou bien vous allez devoir adapter une ligne industrielle pour pouvoir utiliser la matière première qui n'a pas exactement les mêmes caractéristiques techniques que la matière première vierge pour pouvoir en faire des produits, ou bien vous allez devoir investir dans des équipements ou coopérer avec des partenaires externes pour transformer cette matière première pour qu'elle puisse être utilisée dans vos process. Et c'est souvent cette étape qui peut poser un frein important à l'organisation des boucles circulaires fermées et qui va nécessiter des sauts technologiques importants pour, par exemple, revenir à des états de matière par des étapes de transformation chimique ou mécaniques et qui peuvent être coûteuses ou tout simplement inexistantes. Et donc il va falloir développer pour les besoins de votre boucle. Et enfin, pour terminer, j'ai envie d'insister sur le fait que pour opérer votre solution circulaire, d'avoir toujours en tête quel est le plus haut potentiel de valeur ajoutée écologique que vous pouvez créer via votre solution, et pour éviter de foncer tête baissée dans des solutions à faible valeur ajoutée. On parle aussi de sous-cyclage et qui peut en fait être beaucoup plus facile à mettre en œuvre, mais beaucoup moins intéressant d'un point de vue écologique. Et si vous placez le curseur du plus haut potentiel de création de valeur, là vous allez potentiellement activer de l'innovation et créer de la valeur aussi économique. Je donne un exemple. Pour les travaux du Grand Paris, il y a des millions de tonnes de terre qui ont été excavées pour pouvoir fabriquer les tunnels pour le passage du métro. Une solution simple, ça consiste ou à réenfouir ces terres à un autre endroit s'il y a de la place, ou bien en fait à créer des monticules visibles de l'extérieur. Et donc on peut, je sais pas, je dis n'importe quoi, fabriquer une piste de VTT avec ces terres. On va dire que ce sont des solutions qui sont plus faciles à mettre en œuvre, mais en appliquant le principe de quel est le plus haut potentiel de création de valeur je peux mettre, eh bien peut-être que je vais avoir l'idée de ajouter quelque chose qui va fertiliser ces terres ou permettre sa régénération, comme souvent on entend aujourd'hui. Donc pourquoi pas en lui ajoutant du biochar, qui est un composé carbone qui a un haut pouvoir fertilisant sur les sols et qui peut-être va permettre à cette terre qui était inerte ou peu intéressante pour les pratiques agricoles de devenir intéressante et d'être réinjectée dans des espaces paysagers ou qui appartiennent à la collectivité ou pour les agriculteurs et qui vont bénéficier d'une terre enrichie et puis plus fertile que celles qui l'ont déjà. Donc c'est un exemple parmi des milliers de création de valeur dans des boucles circulaires. Et là, il n'y a que de l'espace pour l'imagination fertile que vous saurez déployer. Merci pour votre attention. J'espère que ces quelques clés vous aideront à tenir le cap dans vos projets d'économie circulaire. Et à très bientôt.